À la une, aucun bus n'a circulé aujourd'hui sur les différents réseaux de la ville capitale. Un calvaire pour les usagers. Une nouvelle opération coup de poing de la CSTM. Le syndicat a bloqué l'entrée de la CFTU. Quel avenir pour Corsair? Le président de la compagnie aérienne TUI Corsair est en Martinique. Pourquoi il y a eu échec des négociations avec Air Caraïbes? Quel sera le positionnement du groupe aux Antilles? Pascal de Izaguirre est notre invité. La vente à domicile a le vent en poupe. Une Martiniquaise a créé une structure via le net à destination des femmes rondes. Un mois après la création de la société, le bilan est satisfaisant. Et il y a des nouveaux venus aux eaux du Carbet, des singes empereurs, des crabes, ainsi que la naissance de wallabies font la fierté du parc. Nous sommes partis à leur rencontre, un moment privilégié à suivre dans notre édition. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette heure d'information. Ce mardi aura été un jour noir pour les usagers du réseau Mosaïque. Le syndicat CSTM a bloqué tôt ce matin l'entrée des parcs de la CFTU. Les revendications restent inchangées malgré la médiation en cours pour sortir du conflit de la Sotravom. Une action qui a créé une nouvelle fois l'exaspération des voyageurs. Guy Raphaël René. Bloqués ce matin, tous les bus de la CFTU ont été contraints de rester au parking. Une journée difficile pour les usagers foyalais qui ont été privés de transport sur les 20 lignes de la compagnie. J'habite le Robert, j'ai pris le bus pour arriver ici pour aller au campus payer le loyer de ma fille. Du moins, j'ai pas trouvé de bus, j'ai pris le taxi et puis je me suis débrouillée à pied. Ce qui m'insurge un petit peu, c'est qu'il n'y a plus cette solidarité où le voisin vous voit à pied. Il n'a même pas le courage de vous demander où allez-vous, afin que nous puissions maintenir une espèce de vie commune. Et je dis que c'est dommage. À la gare routière de la Pointe-Simon, des agents de médiation du transporteur portaient l'information aux usagers. Depuis les 6 heures par là, on a eu vraiment beaucoup d'usagers qui sont venus nous poser des questions concernant les bus. On avait les jeunes du campus, etc. Donc, on a même dû passer des appels pour certains clients qui n'avaient pas de voiture, qui n'avaient personne venir les chercher. Donc. Un mouvement qui monte d'un cran puisque les co-traitants et sous-traitants du réseau, eux aussi, ont été bloqués par les piquets de grève, paralysant ainsi les 120 lignes du réseau. L'employeur de la SAS Sotravom reste sur sa position en disant comme quoi effectivement qu'il va retirer le licenciement des 2 salariés. En revanche, il demande aux salariés de démissionner simultanément. Je pense qu'il choisit de pourrir la situation, sachant que qu'il y ait grève ou pas, il est toujours payé. Donc là, on attend, on estime qu'à l'heure actuelle, c'est la KSM qui doit véritablement se mobiliser sur ce dossier afin de mettre fin à cette grève. Une nouvelle médiation était prévue dans l'après-midi. À moins d'un accord entre les 2 parties ce soir, le mouvement devrait continuer demain. Les écoliers du Sud, quant à eux, sont pour la plupart toujours privés de cantine. Les salariés de Servichef affiliés UGTN sont toujours en débrayage. La grève qualifiée d'illicite par le président de la société, Éric Copet, dure depuis maintenant 2 jours. Une solution a néanmoins pu être trouvée pour une partie des établissements de l'espace Sud qui ont été livrés en plateau repas. Une rencontre entre les 2 parties doit avoir lieu ce soir. Le président de Servichef a répondu aux questions de Guy Raphaël René. Nous avons, grâce à la mobilisation de nos cadres, que nous remercions, et à l'intervention également de quelques personnes salariées d'entreprise, nous avons pu livrer 5 villes. Sur les 8 villes en liaison froide, 5 villes ont été livrées. J'espère que nous pourrons continuer dans ces avancées, puisque une autre discussion devra avoir lieu dans les heures qui viennent, puisque dès ce soir nous nous rencontrons. Il faut qu'on en sorte. Il n'est pas pensable que 12 000 enfants et autant de parents puissent rester pris en otage par un personnel qui est dans le cadre d'un mouvement qui est complètement illicite, puisque je le rappelle, dans le cadre de nos activités, et notamment dans le cadre des entreprises réalisant un service public, il y a 5 jours de préavis à observer. Or, nous avons reçu ce préavis en bonne et due forme dimanche soir, ce qui normalement aurait permis de commencer la grève, aurait fait que la grève aurait commencé samedi. Et ce matin, à Schellcher s'est tenu un séminaire sur les risques psychosociaux au sein des collectivités publiques territoriales. Des problématiques liées au stress ou bien encore au harcèlement au travail étaient au centre des discussions. On écoute les propos recueillis par Louis Sabas, du président du CDG Martinique.
En Martinique, il y a évidemment des situations qui relèveraient de ce qu'on appelle le risque psychosocial. Donc le centre de gestion a aujourd'hui des médecins qui accompagnent. Nous avons également des cadres qui accompagnent les collectivités dans la démarche. Pour exemple, nous accompagnons à la fois les réseaux dans les collectivités. Nous faisons également aujourd'hui que les personnes qui sont identifiées dans la collectivité comme des agents de prévention, nous les formons. Et puis, je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est que nous travaillons avec la collectivité locale à la rédaction du document unique qui devrait permettre effectivement à la fois d'identifier les cas, les conditions pour identifier de manière parfaite ce qu'on appelle risque. Et nous connaissons les dates précises pour l'élection de la collectivité unique. Ces élections auront lieu les 6 et 13 décembre en Martinique et en Guyane. Plein feu maintenant sur un procédé en vogue, les ventes à domicile. Moins de cohue, plus de choix, le service est de plus en plus apprécié par les clientes. Une Martiniquaise s'est lancée dans l'aventure sur Internet et de maison en maison, accompagnée de mannequins. Elle propose ses articles pour femmes rondes. Un mois après la création de sa structure, son carnet de rendez-vous ne désemplit pas. Élodie Totou. Faire venir la boutique directement à la maison, faire son shopping dans son salon, c'est le concept que propose cette jeune entrepreneur. De moi-même, j'avais un besoin, donc je me suis dit pourquoi pas proposer aux femmes voluptueuses du shopping à domicile. Donc elles n'ont pas à se déplacer, elles essaient en toute intimité, sans regard indiscret. Et du coup, voilà, l'idée m'est venue et je me suis lancée. Son appartement lui sert de bureau, elle y entrepose ses robes et met à jour, grâce à son site internet, son carnet de rendez-vous. Moi, je reçois un mail. Une fois qu'elles ont créé le compte, validé leur panier, moi, je reçois un mail et tout de suite, je peux les rappeler et on se fixe un rendez-vous pour qu'elles puissent essayer les tenues qu'elles ont sélectionnées par le site. Cela fait à peine un mois qu'elle a ouvert sa boutique et déjà les commandes affluent. La clé de son succès, la communication. Le service à domicile, en fait, en lui-même, c'est basé sur la communication. Si je ne communique pas, personne ne saura que j'existe, parce que je n'ai pas de boutique fixe. Une fois les robes pliées, elle se rend directement chez ses clientes. Toujours mon glamour. On a cette robe rouge avec cette ceinture dorée. Elle a fait appel à un mannequin pour présenter ses modèles phares. Et les clientes sont plutôt impressionnées. Ça permet de se rendre mieux compte de la manière dont ça met en valeur les formes féminines. Souvent sur le portant, on ne se rend pas bien compte. Et une fois que c'est porté, ça donne envie. Et voilà. Là, sur le mannequin, on a vu que la robe était bien fluide et bien agréable. Dans les magasins, on n'a pas assez le temps. Il y a beaucoup de monde, la vendeuse n'a pas le temps avec ça. Tandis que là, depuis ce matin, on vient, on a rendez-vous, on essaye, on prend son temps, on choisit, on réserve et voilà, je trouve que c'est parfait. Un concept qui a de l'avenir. L'année dernière, la vente à domicile a généré près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a beaucoup parlé de Corsair ces derniers mois, de ses déboires, mais aussi de son avenir. Pour en parler, nous avons reçu cet après-midi dans nos studios Pascal de Izaguirre, président de TUI et Corsair. Pascal de Izaguirre, bonsoir. Bonsoir. Le 15 février dernier, le groupe Dubreuil, actionnaire d'Air Caraïbes, ainsi que la compagnie Corsair, annonçait un projet ambitieux, constituer le premier pôle aérien privé français sans fusionner les deux marques et sans plan social. Ce rapprochement n'a finalement pas eu lieu. Quelles sont les divergences qui ont entraîné la fin des discussions ? Alors d'abord, comme j'ai coutume de le dire, toutes les fiançailles ne se terminent pas par un mariage. Ce qu'il y a, c'est que quand on mène une telle discussion, il y a beaucoup de détails qui sont laissés pour la fin. Et puis au moment de rédiger, l'accord, les dispositions juridiques, financières, avec les avocats d'affaires, etc., sont apparus un certain nombre de points durs, irréductibles, sur lesquels il n'y a pas eu d'accord. Et donc le groupe TUI a décidé de mettre fin aux discussions avec le groupe Dubreuil. Alors où en est-on ? Est-ce que Corsair est toujours à la recherche d'un actionnaire ? Alors, Corsair est toujours à la recherche d'un bon partenaire. Aujourd'hui, il n'est pas identifié. Et donc, Corsair continue avec l'appui complet de son actionnaire. Vous savez que notre actionnaire, c'est le groupe TUI, c'est le premier groupe mondial de tourisme, tour operating. C'est un groupe de 20 milliards d'euros, donc qui nous accompagne, qui nous soutient financièrement et qui nous donne tous les moyens pour nos ambitions de développement. Alors, toujours sur ces discussions, il y a eu grève. Le positionnement de ces derniers a-t-il joué, de ces syndicats, a-t-il joué dans les négociations ? Avez-vous, par exemple, été plus frileux dans les négociations ?
Non, je vous dirais que d'abord, ce ne sont pas les syndicats qui déterminent la stratégie d'une entreprise. Est-ce qu'ils ont influencé son actionnariat et le management. Et il y a d'autres problèmes sur lesquels ont achoppé les discussions avec le groupe Vivray. Alors, la santé financière de Corsair, 9 millions de pertes l'an passé. Y a-t-il un plan de licenciement à venir? Absolument pas. Absolument pas. Donc 8 millions effectivement. Bon, il faut rappeler quand même qu'on a souffert du chikungunya, de la fièvre Ebola au Sénégal, puisqu'on dessert aussi le Sénégal. En revanche, on a fait un très bon démarrage cette année, puisque le premier trimestre, c'est-à-dire octobre à décembre 2014 pour nous, nous avons amélioré notre résultat d'exploitation de 4,2 millions. Et j'ai grand plaisir à dire à vos auditeurs antillais qu'on a d'excellentes performances sur les Antilles. Et puisque d'abord, il faut savoir que les Antilles, c'est le premier marché pour Alors Corsair. justement, quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets pour les Antilles? Alors, nos ambitions sont grandes. Comme je le disais, premier marché pour Corsair. 38% du chiffre d'affaires de Corsair sont les lignes France-Antilles. Donc, c'est notre premier marché, devant la Réunion, de loin. Donc, c'est un marché stratégique pour nous. Il faut savoir que sur les 6 premiers mois, octobre 14 à fin mars 2015, eh bien, nous avons atteint 92% de coefficient de remplissage sur tous nos vols Antilles. Bon, ce qui est un chiffre record, ce qui est exceptionnel. Et c'est 5 points au-dessus du semestre précédent. Mais Monsieur de Izaguirre, ces derniers mois, il y a quand même une réalité. On a constaté une baisse des rotations. Air France, par exemple, ou bien encore Air Caraïbes. Une baisse qui a influencé sur les prix à la hausse des billets. Je vous propose de regarder un extrait du reportage réalisé par Loïc Régis. D'accord. Sur les sites de réservation en ligne, les places sont rares et surtout très chères. À l'approche des vacances de Pâques, il y a peu de billets disponibles sur les vols Paris-Fort-de-France, Fort-de-France-Paris. Un constat réalisé dans cette agence de voyage. On a une diminution des rotations. Donc Air France, ils avaient avant deux vols par jour. Maintenant, sur certains jours, on passe à un vol par jour. Les autres compagnies avec Air Caraïbes et Corsair, avec leur accord de code share, donc on n'a pas des vols tous les jours avec ces compagnies. Donc voilà. Donc effectivement, on constate une baisse des rotations vers la métropole. Alors, est-ce que Corsair compte-t-il baisser ses tarifs? Seront-ils plus compétitifs? Plus de rotations à venir, par exemple? Alors, plus de rotations à venir. Pour avril, mai, juin, déjà, on a augmenté la capacité entre 10 et 15%. Donc, on met des vols supplémentaires durant cette période. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour vos auditeurs. Voilà, c'est que ce matin, nous avons annoncé le lancement d'une promotion. Un tarif à 497 €, toutes taxes comprises, valable pour la période été. C'est-à-dire, si vous partez entre le 20 juin et le 11 août, et si vous revenez entre le 11 août et le 30 septembre. Mais pour quelle destination? De Fort-de-France? Au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre vers la métropole. Donc en pleine période d'été, lorsqu'on nous dit que les tarifs sont trop chers, nous lançons un tarif très compétitif parce qu'on sait bien que quand on est antillais, on est ilien, que le problème du transport aérien c'est quelque chose d'aigu et que l'été on veut retrouver sa famille, ses amis, etc. Et donc on a lancé ce tarif aujourd'hui. C'est une opération ponctuelle ou vous allez la réitérer par exemple pour les vacances de Noël, Carnaval? On réitérera en permanence ces opérations promotionnelles de façon à ce qu'il y ait des tarifs justement très accessibles à tout le monde tout au long de l'année. Alors pour terminer, M. Desaguirre, TUI France est aujourd'hui le leader sur le marché touristique français, vous l'avez dit un peu plus tôt. Oui. Il est également un actionnaire de poids chez Corsair. Quelle est la stratégie des Allemands sur les Antilles par rapport à tous vos concurrents comme Air France, Air Caraïbes? Alors ce que je peux vous dire, c'est que nous justement, ce qui fait la différence, c'est que dans notre ADN, on est un groupe touristique, je le disais, premier groupe touristique, et donc on fait tout pour soutenir le développement et la promotion du tourisme aux Antilles. C'est vrai qu'il y a la clientèle française, il y a les clientèles européennes, j'en discute avec mes collègues, et c'est vrai qu'actuellement, je crois qu'il y a une très belle opportunité pour les Antilles, parce qu'avec tous les problèmes que connaissent malheureusement pour eux les divers pays d'Afrique du Nord, la Turquie, etc., il y a un report vers les Antilles, destination qui est très belle, etc., qualité de l'accueil et destination sûre. Donc là, il est certain qu'il y a une carte à jouer pour les Antilles. Bien, très bien Pascal Desaguirre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. L'invité ce soir de Regard sur l'actu politique est Bruno Nestor Azero. Le maire de Sainte-Marie reviendra sur son choix de ne pas conduire de liste pour l'élection de la collectivité territoriale. Député depuis 2012, l'élu d'hiver gauche pourrait être appelé à d'autres fonctions nationales en cas de remaniement au gouvernement, mais rien de confirmé pour l'instant. En attendant, soyez au rendez-vous ce soir 20h pour son interview face à Kathleen Bilascopette, Eddy Marajo et Mike Irask.
Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons pourquoi un pont de l'histoire foyalaise disparaît. La bâtisse de l'une des plus vieilles épiceries de la ville capitale a été détruite. Puis nous ferons la connaissance de Jérôme Berlin. Ce retraité martiniquais représente avec des miniatures la Martinique d'antan. Image à suivre dans ce journal. Mais avant, coup de projecteur sur ce nouvel espoir de l'athlétisme martiniquais. Jennifer Beauregard s'est mise à la course de fond il y a 4 ans à peine. Et aujourd'hui, elle enchaîne les titres en course de fond. Dimanche, elle se frottera au niveau national en participant au championnat de France des 10 km à Aix-les-Bains. Marie Tricot l'a rencontrée ce matin. L'œil rivé sur le chronomètre, Jennifer attaque la piste au premier rayon du soleil. Ça fonctionne plutôt pas mal. Un peu difficile, il y a pas mal de vent comme vous pouvez le constater. 10 fois 100 mètres, 10 fois 200 mètres, quelques temps de récupération. La coureuse de fond enchaîne les foulées 5 fois par semaine avec pour horizon l'horloge et sa course contre le temps. Je suis seule, personne ne me dérange, on me laisse faire mes choses. Même si mentalement ça peut être difficile, hein. C'est la contrepartie évidemment. Mais c'est en général 5 à 6 séances. Et le week-end c'est plus des footings cool avec des séances un peu plus longues. Grisée par la vitesse, Jennifer a pourtant rencontré la piste par hasard. Ancienne fumeuse, la jeune femme s'est acheté une paire de baskets d'abord pour ne pas prendre du poids. Une révélation. J'ai commencé à marcher, puis à marcher courir, puis à courir tout court jusqu'à qu'en fait mon club actuel, fidèle, me repère et me propose en fait d'intégrer leur club. Et en fait c'est là que j'ai rencontré mon coach. Dans quelques jours, Jennifer s'envole pour le championnat de France des 10 km. Elle ne vise pas la médaille, mais le dépassement de soi et l'amélioration de son record personnel. L'année dernière, ce championnat 10 km chez les féminines s'est couru aux alentours des 32 minutes. J'en suis loin, mais ce que j'espère, c'est vraiment me positionner à faire un bon classement. Dernière étape avant de boucler les valises, récupérer son billet d'avion et son maillot flambant neuf. Membre du club ASC Police depuis près de 4 ans, Jennifer fait partie d'une petite délégation de jeunes coureurs prometteurs qui représenteront aussi le sport martiniquais. Ce qu'on attend de Jennifer, ce ne serait pas de battre le record. On sait qu'elle progresse, mais ce sont des étapes. Mais je reste persuadé que sa performance de 38 minutes 28, sur un terrain comme celui-là en métropole, où c'est un terrain très plat, les conditions sont très intéressantes. Acharnée, la coureuse l'est dans tous les aspects de sa vie. Elle vient d'être reçue au concours d'attaché territorial qu'elle préparait depuis 2 ans. Objectif, mettre son métier au service de sa passion sportive. Et nous lui souhaitons bonne chance. Les nouveaux venus du zoo du Carbet vont faire craquer les visiteurs. Depuis quelques semaines, 3 singes empereurs ainsi que de nouveaux bébés wallabies font désormais partie des 120 animaux du site. Moins d'1 an après son ouverture, la naissance en captivité de ces wallabies récompense les efforts des soigneurs. Un moment privilégié avec ces spécimens que nous propose Guy Raphaël René. Confinés dans la poche ventrale de leur mère depuis 7 mois, les 2 bébés wallabies sont devenus les petites stars du zoo. Une fierté pour le personnel puisque ce sont les premiers animaux nés sur site depuis l'ouverture. Ça prouve que déjà les parents ils se sont bien adaptés à leur environnement, aux enclos qu'on a fabriqués pour eux et puis qu'ils se sentent bien, donc ils nous ont donné des petits. Pour le moment, effectivement, tout le monde qui vient ici, ces temps-ci, veulent plus voir les petits wallabies que par rapport aux autres animaux. Même, j'avais dit, les félins, ils ont perdu un peu la cote. Des nouveau-nés qui n'ont eu aucun mal à s'intégrer à leur environnement, tout comme les derniers arrivés, 3 singes empereurs qui sortent de l'Hexagone. Tous les animaux qui arrivent, etc., peu importe de l'endroit où ça qui sortent et tout, ils doivent passer obligatoirement par une quarantaine. La période de quarantaine sera surveiller les animaux, observer, voir s'ils n'ont pas de maladie, s'ils se comportent correctement et puis à leur permettre de s'adapter à leur nouvel environnement, de s'adapter à leurs confrères et tout, et puis jusqu'à ce qu'ils trouvent leur nouvel habitat. Parmi les autres nouveaux pensionnaires, une trentaine de crabes de terre a été installés dans un espace vital reconstitué afin de leur offrir un environnement proche de celui qu'ils ont connu avant la captivité. On a essayé de faire des petites cachettes pour eux pour qu'ils puissent être à l'abri et puis au frais. Sinon après, pareil pour les crabes, pas besoin d'énormément de choses, juste quelques points d'eau, quelques points à l'abri du soleil et puis voilà, ça ira. Aujourd'hui, le site abrite 23 espèces différentes, soit 120 animaux. D'ici le mois de juin, la famille des reptiles devrait être représentée avec des caïmans et un boa.
Direction l'île-Sœur pour continuer, où un nouveau parc de loisirs doit ouvrir ses portes à la fin de la semaine. Karukuraland est un site aménagé sur 4 hectares qui a pour objectif de créer un cadre ludique et familial. Sa spécificité, les animaux et la nature. À Sainte-Anne, Linda Kayersi. Les cygnes, les lapins ou encore les chèvres sont tous prêts à accueillir les premiers visiteurs de ce parc touristique et de loisirs. Un parc de 4 hectares où l'on peut découvrir plus de 200 animaux, mais aussi 4 jardins à thème. Je suis ici, mais j'ai l'impression d'être ailleurs. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. En plus, c'est un site très chaleureux, très naturel. Les activités en plein air ne sont pas oubliées. Rodéo mécanique, golf miniature ou encore piscine toboggan, le parc offre une variété de divertissements et d'animations. Donc ça permettra de créer non seulement une dynamique économique au niveau local, par rapport au taux de chômage qui est quand même assez important ici, et puis surtout aussi une dynamique au niveau divertissement, au niveau ludique. L'objectif, faire de ce parc un espace découverte et de détente, prisé des locaux et des touristes. Nous sommes sur une île, il ne faut pas l'oublier. 600 000 personnes qui viennent visiter chaque année, 400 000 locaux, ça fait 1 million de personnes. Donc on ne peut pas faire de miracle. Il faut rester dans des dimensions qui soient acceptables pour l'économie d'une telle entreprise. L'ouverture du parc au public est prévue pour la fin de la semaine. Et l'insolite du jour, ce sont ces images captées cet après-midi sur l'une des plages du Sud. Il s'agit de la ponte d'une tortue luth, un événement particulièrement rare observé en Martinique, surtout en pleine journée. Des images captées par Elodie et Eddy Henry, 2 touristes ardéchois. Et si vous aussi, vous avez des infos, images, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les-nous par mail à l'adresse info@wipa972.com. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Direction Fort-de-France pour débuter ce JT des communes. Ce matin, c'est une page qui s'est tournée avenue Bishop. L'une des plus anciennes épiceries de la ville capitale a été détruite. Ce sont ainsi près de 50 ans de souvenirs réduits en miettes pour permettre le passage du TCSP. Un moment d'émotion pour la famille O, propriétaire des lieux. Louis Sabas. Une pelleteuse en action pour mettre à terre l'une des plus anciennes boutiques de Sainte-Thérèse. Aux aurores, ce sont près de 50 ans de souvenirs qui sont éparpillés dans ces gravats. Un moment douloureux pour celle qui a vécu dans la bâtisse, y a repris un commerce et fondé une famille. Les riverains les plus anciens se souviennent de l'époque où la boutique O, comme d'autres sur la même avenue, était le lieu de vie de tout un quartier. Après l'école, on allait faire des courses pour nos mamies, nos mères. Et elle nous recevait avec gentillesse. C'était le petit carnet. Elle avait ses balances où elle pesait les courses. On la voyait aussi. Le riz était dans des fûts. Il n'y avait pas les sachets. Il y a tout juste un mois, la commerçante a ouvert une nouvelle boutique, juste en face de l'ancienne. Mais avec la destruction du vieux magasin, c'est une page qui se tourne dans la vie de la famille O, mais aussi sur Sainte-Thérèse. Ces informations pratiques en bref pour continuer. Notez dans vos agendas la fermeture exceptionnelle des bureaux de la DEAL jusqu'au 11 mai prochain. Les services situés avenue Condorcet déménagent pour se retrouver dans de nouveaux locaux à la pointe de Jaham à Schœlcher. La réouverture aux heures habituelles se fera le 12 mai. Et attention, coupure d'eau demain de 8h à 21h en raison du lavage annuel du réservoir Pommier 1. Des perturbations sont à prévoir dans les quartiers Corridan, Mout, Entraide, Morne-Calebasse 2 et Montgérald. Et sachez également que vous pouvez donner votre sang. La caravane de l'EFS s'arrêtera au Lamentin de 9h à 14h sur le parking sud du centre commercial La Galeria. Et vous pouvez, comme d'habitude, donner votre sang de 9h à 16h à la maison du don du CHU de la Ménard. Refermons ce JT des communes avec des créations tout à fait originales de Jérôme Berlin. Retraité des hôpitaux de Paris, ce Martiniquais réalise des sujets en bois, des miniatures qui racontent le quotidien de la Martinique d'antan. Hubert Bournil et Michelet François sont partis à sa rencontre. Quelques scènes de la vie antillaise à travers des objets d'art, c'est l'œuvre d'un Martiniquais
dont l'histoire est assez particulière puisqu'il est né à Saigon. Nous l'avons rencontré ici à Tay, Bac-Ducos. En arrivant au domicile de sa sœur à Bac-Ducos, évidemment, je me suis arrêté devant les sujets réalisés par l'homme. Des personnages au travail dans un décor des années 50. Jusque-là, rien de spécial, diront certains. Mais c'est toute une époque, en temps Robert, que le jeune retraité met ici en lumière, grâce à de simples bûchettes et autres supports, toujours en bois local. Je travaille beaucoup le bois, je travaille la noix de coco pas mal. Et j'essaie de perpétuer la tradition antillaise. Vous voyez, comme je travaille, il faut avoir beaucoup d'imagination, surtout, et beaucoup de courage pour le faire. Hein. Voilà pour la passion de Jérôme, qui a par ailleurs une histoire familiale assez exceptionnelle de par sa mère, une Vietnamienne vivant en Martinique depuis plus de 40 ans. Mon grand frère, il s'appelle Hilaire, comme le prénom de mon père, ma sœur Rose, et moi, Jérôme, et ma sœur, ma mère, Tichot, et mon père Hilaire. Elle a connu mon père pendant l'occupation française du Vietnam. Et on est arrivé ici en 1954, hein, et puis elle a toujours vécu ici, au Vietnam. Donc ça nous a permis quand même en l'an 2000 de faire un tour au pays natal. Enfin, pour revenir à l'expo de Jérôme, elle lui servira de support pour raconter l'histoire de la Martinique à ses petits-enfants et surtout lors de ses interventions auprès d'associations antillaises dans l'Hexagone. Quand je suis en métropole, j'ai fait des belles maquettes sur l'esclavage. J'ai fait le tour des halles pour montrer à la jeune génération comment ça se passait. Et il m'a fait des expositions à la demande des présidents d'associations antillaises. Voilà, belle tranche de vie retracée ici par Jérôme Berlin qui justement va nous quitter bientôt pour la France. Vous avez des expositions qui vous attendent. Voilà, charmante famille. À bientôt. Hein. Merci beaucoup. C'est avec ces images que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Entier Pays.